La villa di Mazère, construite par l'architecte Andrea Palladio à Mazère, en Vénétie. Aux environs de 1560, les frères Barbaro, une des plus grandes familles de Venise, demandent à l'architecte Andrea Palladio de leur construire une maison de campagne et au peintre Paolo Veronese d'en décorer les murs. Sur l'un de ces murs, Veronese a peint la villa elle-même, au bord d'une lagune qui évoque Venise. Le bâtiment est fidèlement reproduit, le paysage est imaginaire. La villa se trouve en réalité à 50 km de Venise et de la mer, à Mazère, au pied des premiers contreforts des Dolomites. Les Barbaro possédaient là depuis des siècles une ancienne demeure construite à flanc de colline, à l'endroit où jaillit une source venue de la montagne. Ils demandent à l'architecte de la remplacer par une villa au goût du jour. Implantée dans la pente, elle aura 2 étages sur le devant, mais un seul à l'arrière, où sera aménagée une cour fermée. À 50 km au sud, Venise connaît alors une grave crise économique. La ville a perdu la suprématie maritime qui assurait sa prospérité. La mise en valeur des terres de l'arrière-pays, jusqu'alors négligée, devient une priorité. Les nobles vénitiens doivent quitter leur palais de ville et passer désormais une partie de l'année sur leurs terres pour en surveiller l'exploitation. Ce nouveau mode de vie suscite l'apparition d'un nouveau type de résidence rurale, moitié palais, moitié ferme, qu'on appellera la villa, un mot latin qui désignait les grandes maisons de campagne de la Rome antique. Une trentaine de ces constructions prestigieuses voient le jour en Vénétie entre 1550 et 1580. Elles sont toutes l'œuvre d'un seul homme, Andrea Palladio, un ancien tailleur de pierre, devenu l'architecte favori de l'aristocratie vénitienne. Ces villas dont Palladio invente et codifie le type rassemblent des bâtiments disparates aux fonctions contradictoires, mais en cherchant à les fondre en un tout homogène et harmonieux, au nom d'une nouvelle ambition architecturale, d'une nouvelle conception de la beauté. La beauté résultera de la forme et de la correspondance du tout aux parties, des parties entre elles et de celles-ci au tout, de sorte que l'édifice apparaisse comme un corps entier et bien fini, dans lequel chaque membre convient aux autres et où tous les membres sont nécessaires à ce que l'on a voulu faire. Pour être aussi beau qu'un corps humain, le bâtiment doit être rigoureusement symétrique. À Mazère, le centre de la symétrie est un imposant avant-corps, la maison de maître, occupée essentiellement par les espaces de réception. Projeté en avant, il proclame la noblesse de l'édifice, tout en offrant aux propriétaires un poste d'observation avancé pour surveiller leurs terres. La façade de la maison de maître avec son fronton et ses colonnes ioniques imite celle d'un temple antique. L'Antiquité, c'est le modèle à suivre, l'école d'architecture de la Renaissance. Palladio, comme ses contemporains, se nourrit de la fréquentation des ruines romaines qu'il dessine, qu'il mesure, dont il essaie de comprendre le sens pour en retrouver le secret. Mais Palladio est le premier à prendre une façade de temple romain et à la coller sur une simple habitation, inaugurant ainsi une tradition de plaquage décoratif que l'architecture occidentale perpétuera jusqu'au début du XXe siècle. Ce qui, dans l'architecture antique était structure, n'est plus ici qu'un signe visant à mettre en valeur la façade principale du bâtiment et l'identité de son propriétaire, dont le fronton porte le blason.
Les deux ailes, se déployant en retrait de part et d'autre de la maison de maître, destinées au lieu de vie et de travail, sont traitées avec la simplicité qui convient à leur caractère plus prosaïque et plus intime. En façade, elles ont une grande loggia, un passage couvert sous arcade que Palladio juge indispensable dans le programme d'une villa pour que le maître de maison puisse aller partout et tout surveiller sans être gêné par les intempéries. Mais le rythme de ces arcades qui évoquent la grande architecture civile romaine permet aussi d'unifier l'apparence de deux bâtiments distincts. Accolées à la maison de maître, les habitations. Rejetées aux extrémités, les lieux du travail, granges, écuries et pressoirs, dont il faut éloigner les nuisances, poussières et odeurs. L'organisation des espaces habités obéit à des règles de bon sens que Palladio applique à toutes ses villas. Au rez-de-chaussée, les communs, cuisine, dépendances, logements des serviteurs et caves. À l'étage, les appartements. La façade est orientée plein sud, mais les arcades protègent les appartements du soleil tout en créant un retrait supplémentaire, un rideau de pierre ménageant une transition visuelle entre le dehors et le dedans. Tout comme la symétrie, le strict alignement des ouvertures, jusque-là rarement pratiqué pour les maisons particulières, devient avec Palladio une règle de la bonne architecture. Il faut toujours mettre, dit-il, le plein au-dessus du plein et le vide au-dessus du vide. Dans la villa d'Imazère, fenêtres et portes sont toutes strictement alignées, sauf celle des extrémités réservée aux travaux agricoles. Curieusement, cette partie, la moins noble, est aussi la plus décorée. C'est contraire au principe de Palladio pour qui la décoration doit être en accord avec la fonction. Mais les piliers des arcades de cette partie de l'édifice sont 2 fois plus larges que ceux de la partie habitée. L'architecte cherche sans doute à atténuer cette disparité en évidant les piliers par des niches ornées de statues, de façon à les faire paraître plus minces. Leur largeur s'explique par la charge qu'ils portent, un fronton digne d'une façade d'église qui cache des pigeonniers indispensables pour communiquer rapidement avec Venise. Désir de dissimuler un détail trop trivial, de donner à la ferme une allure de palais, mais peut-être aussi de rééquilibrer la composition en renforçant la présence des ailes par rapport à l'avant-corps. Rien en revanche ne masque l'incohérence du raccord entre la maison de maître et les ailes, qui semblent s'être heurtées par accident. Aujourd'hui, personne ne sait la véritable raison de cette aberration, d'autant plus étonnante que Palladio se préoccupe constamment de fondre les différentes parties en un tout unique. Mais il est vrai que seul compte ici l'image d'ensemble, celle qu'on voit de face. Le dessin de la façade donne l'impression que la maison de maître est divisée en 2 étages à peu près égaux. En réalité, l'appartement que l'architecte a prévu au rez-de-chaussée a un plafond étonnamment bas, tandis que les salles d'apparat du premier étage ont une élévation digne d'un palais. Elles sont destinées, dit Palladio, à toutes sortes de cérémonies, à donner la comédie, faire des noces et autres passe-temps semblables. 4 pièces plus petites placées aux 4 coins donnent à cette salle la forme d'une croix. À l'arrière, la salle en croix débouche sur une autre salle encore plus extraordinaire par son volume et sa décoration, la salle de l'Olympe. C'est le lieu charnière de la villa. Il est dans le prolongement des espaces de réception, tout en donnant accès aux appartements privés situés de part et d'autre. Depuis la salle de l'Olympe, les portes des chambres alignées en enfilade permettent de voir d'un bout à l'autre de la maison ce qui, dit Palladio, apporte de la gaieté et de la fraîcheur durant les temps de chaleur.
La symétrie est rigoureusement respectée. À une extrémité, un portrait de Madame Véronèse, à l'autre, le peintre lui-même en chasseur. La richesse du décor peint cache une organisation de l'espace fondée sur la régularité et la répétition. De villa en villa, Palladio a systématisé son approche du plan, créant une véritable grammaire dont les règles, applicables en toutes circonstances, définissent a priori la taille des pièces et les proportions de leur volume. Les proportions des chambres les plus belles et les plus élégantes et qui réussissent le mieux peuvent être de 7 différentes manières. Car ou on leur donne la forme ronde, qui néanmoins se pratique peu, ou bien on les fait carrées, ou elles ont pour longueur la diagonale de leur carré, ou un tiers de plus que leur carré, ou un carré et demi, ou un carré et 2 tiers, ou bien 2 carrés entiers. Dans les appartements de la villa d'Imazère, Palladio fait simplement alterner les pièces carrées avec les pièces demi-carrées, dans un rapport d'un demi. Tandis que dans la salle en croix, il joue sur un rapport d'un tiers. La composition des façades traduit les mêmes préoccupations. Les parties mises en évidence, la façade principale et les 2 extrémités, affichent une division en 3 fenêtres, 3 arcades, tandis que les arcades des parties habitées sont au nombre de 5. Ce rapport de 5 sur 3, le même que celui des volumes de la salle en croix, est important pour Palladio qui observe que jamais la longueur de ces salles n'excède le double de leur largeur. On a cherché à voir dans ces rapports arithmétiques, que Palladio note scrupuleusement sur ses plans, une théorie des proportions harmoniques reliant architecture, mathématiques, musique et cosmologie. Mais lui-même se contente de dire que la bonne proportion satisfait l'œil et rend la construction plus commode et plus solide. Ce qu'il semble rechercher avant tout, c'est un système rationnel lui permettant de décliner sans cesse les mêmes éléments dans de nouvelles variations. Il est le premier à proposer une approche standardisée de la composition architecturale. Il est aussi le premier à publier ses propres plans, avec les codes qui permettent de les comprendre et de les imiter, allant jusqu'à fournir à ses lecteurs l'unité de mesure dont il se sert, le pied de Vicenza. Ce sera une des raisons de l'extraordinaire succès du palladianisme et de l'influence qu'il va exercer sur le développement de l'architecture européenne. Mais ce succès est dû aussi au caractère pragmatique de ses constructions. Le terme peut sembler mal choisi pour ces petits palais de campagne. Mais les colonnes de marbre et la pierre taillée des façades ne sont que des moulages en stuc, car ici tout est en briques, des murs jusqu'au socle des statues. C'est une constante des villas palladiennes, sous leurs airs grandioses, elles sont construites à l'économie. Le même pragmatisme marque l'organisation des accès et des circulations. Contrairement aux usages, il n'y a pas de grande entrée, ni d'escalier monumental sur le devant. L'accès aux espaces nobles de la maison de maître se fait sur le côté par 2 escaliers d'autant plus modestes que l'architecte y a aménagé un passage permettant de relier entre elles les 2 loggias. C'est un véritable nœud de communication où se croisent les trajets nobles et les trajets utilitaires. Mais Palladio offre à ses clients la possibilité d'accéder directement aux appartements par un autre trajet. 2 entrées privées par 2 escaliers partant des communs. Ces entrées sont les uniques pièces du rez-de-chaussée dont les murs ont un décor peint. Ce traitement des accès, pour discret qu'il soit, produit un effet spectaculaire. Le visiteur passe sans transition de l'espace sobre et économique des loggias à l'espace d'apparat du premier étage, de la cour de ferme
à la salle d'un palais où il découvre un des plus extraordinaires ensembles de fresques de la Renaissance italienne. Véronèse a peint ses fresques quelques années après la fin de la construction, en suivant un programme vraisemblablement établi par les frères Barbaro. Y figurent les thèmes favoris des humanistes italiens de la Renaissance, Dieu, déesse et muse. Mais que vient faire ici ce tabouret peint ? Cette tête de chien. Ce chat. Cette brosse et ces chaussons qui traînent. Quel est le sens de cette mise en scène ironique du quotidien ? C'est un jeu qui vise à abuser et à amuser le visiteur. La tradition en remonte à la Rome antique, où le talent d'un peintre était jugé à sa capacité de peindre si vrai que l'on pouvait s'y méprendre, et où ce type de trompe-l'œil illusionniste décorait les murs des palais et des villas. La Renaissance, grâce à la maîtrise de la perspective et du rendu de l'ombre et de la lumière, redécouvre le procédé qu'on apprécie d'autant plus que la colonne peinte revient bien moins cher que la colonne en marbre ou en stuc et permet d'anoblir de grandes surfaces à peu de frais. On retrouve ce traitement dans d'autres villas palladiennes, mais nulle part on est allé aussi loin qu'ici pour brouiller les frontières entre l'architecture réelle et l'architecture peinte, entre le vrai et le faux. Faux, ce portrait de famille peint en fausse perspective, à moitié caché derrière une fausse colonne. Fausse, cette fenêtre entre les deux fausses colonnes, et l'arbre qui disparaît et réapparaît derrière la corniche. Seule est vraie la corniche en stuc portée par la colonne peinte et le trou creusé dans cette colonne par une balle allemande tirée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans le texte qu'il consacre à la villa, Palladio ne dit pas un mot de ses fresques. Pour certains historiens, il n'aurait pas pardonné à Véronèse, dont il est pourtant l'ami, d'avoir ouvert partout des fenêtres et des portes imaginaires et détruit ainsi le système rationnel et ordonné qu'il avait construit. Mais rien n'étaye cette hypothèse, et les fresques de Véronèse, bien loin de renvoyer à un conflit avec l'architecte, parlent d'un monde qui leur est commun, celui d'une culture urbaine, dynamique, raffinée et sûre d'elle-même, comme ces grandes figures représentant la famille Barbaro qui domine la salle de l'Olympe, et en même temps habité par la nostalgie d'une grandeur disparue, comme tous ces petits personnages perdus dans la contemplation des ruines antiques et du fleuve qui passe. La villa di Mazères réserve une dernière surprise à ses visiteurs. Profitant du dénivelé, l'architecte a aménagé à l'arrière de la maison une cour fermée sur laquelle tout le premier étage donne de plein pied. Totalement invisible du dehors, s'y joue une célébration de l'eau de cette source qui est à l'origine du choix du site.
C'est encore un emprunt au monde antique. En Grèce et à Rome, on appelait Nymphée, sanctuaire des nymphes, cette fontaine monumentale construite autour d'une grotte artificielle, à la fois lieu de culte et de délassement. Au décor de la fontaine, dont les statues sont du grand sculpteur vénitien Vittoria, Palladio oppose une façade arrière, remarquable de sobriété, cherchant sans doute à retrouver l'atmosphère des cours intérieures des villas romaines. Mais il exploite surtout magistralement le dénivelé de la villa pour faire de tout le premier étage un trait d'union entre deux mondes, en un raccourci saisissant entre l'espace privé du nymphée et le visage public monumental et imposant de la villa des maîtres de Mazères. Ces jeux d'eau se poursuivent devant la villa et aboutissent à une fontaine de l'autre côté de la route, faisant coïncider le trajet symbolique de la source avec l'axe de symétrie de la construction. Mais il ne s'agit pas que d'un jeu. Ces fontaines sont la partie spectaculaire d'un complexe de canalisation qui part d'une énorme cuve construite dans la colline pour irriguer les jardins et les champs. Et Palladio, qui ne dit pas un mot des fresques de Véronèse, décrit avec fierté ce système hydraulique unissant culture et nature. Une fontaine a été creusée dans le rocher tout au-devant de la face du logis, avec une infinité d'ornements, tant de stucs que de peintures. Cette fontaine forme un petit lac qui sert de vivier, d'où l'eau venant à se dégorger va dans la cuisine et s'écoule ensuite par les jardins qui se trouvent de chaque côté du grand chemin qui monte insensiblement à la maison. Et là, elle fait 2 réservoirs aux petits étangs qui servent aussi d'abreuvoir sur le grand chemin, et passant plus outre, elle arrose le verger qui est fort étendu et plein d'excellents fruitiers et de toutes sortes de légumes. La construction de la villa di Mazères vers 1560 est un tournant pour Palladio, qui va devenir dans les années qui suivent le grand architecte de Venise et de sa région. Il revient une dernière fois à Mazères en 1580 pour construire la chapelle privée des Barbaros, le Tempietto, où il cherche encore et toujours à réaliser la synthèse entre l'architecture antique et la culture de son temps, en essayant en l'occurrence de combiner dans un même bâtiment le plan circulaire du temple païen avec le plan en croix des églises chrétiennes. Il meurt avant que la construction ne soit achevée, peut-être sur le chantier même. On est au théâtre. Chaque soir, les personnages sculptés peints sur les murs de la villa jouent pour le plaisir des frères Barbaro, de leur famille et de leurs invités, une pièce dont l'action commence à la création du monde et s'achève en Vénétie au XVIe siècle, dans une simple maison particulière, doublée d'une ferme. La ferme est toujours en exploitation, mais les travaux se font désormais dans un bâtiment à part, construit au début du XXe siècle, de l'autre côté de la route. Du projet global de Palladio reste l'architecture. Elle n'est pas facile à voir. Son image est brouillée par toutes les colonnes, tous les frontons qui ont pendant si longtemps déguisé en temple antique les constructions les plus banales. C'est en partie sa postérité, et c'est pourtant là qu'il est le plus novateur. Dire qu'une simple maison de campagne mérite autant de bonne architecture qu'un monument ou un temple, c'est dire pour la toute première fois que l'architecture doit aussi penser l'habitat et l'usage quotidien, en cherchant l'accord entre le beau et l'utile, dit Palladio, entre forme et fonction, disons-nous aujourd'hui.